Bonjour, c'est Jean Descartes. Dans ce bonus, je vous raconte ce qui est arrivé en Chine après la guerre des Boxers, en 1900, qui annonçait la déliquescence de l'Empire chinois. L'impératrice Tse-Hui avait régné trop longtemps, près de 50 ans. Tout commence le 13 novembre 1908, lorsque le jeune Puyi est enlevé à ses parents. Il n'a que 2 ans et 9 mois. L'impératrice Tse-Hui veut en faire l'héritier du trône. Il est le fils de Kwang Xiu, l'empereur fantoche martyrisé par l'implacable Tse-Hui. Le jour même, il est présenté à l'empereur mourant. Celui-ci l'accepte officiellement et meurt dans l'heure qui suit grâce aux sbires de Tse-Hui. Ce qui n'était pas prévu est que Tse-Hui, qui était déjà très diminuée par une attaque cérébrale, meurt le 15 novembre, 2 jours plus tard. Elle avait 73 ans. Le père du petit garçon est nommé prince régent. Puyi est intronisé fastueusement le 2 décembre 1908. Dans son film Le Dernier Empereur, le cinéaste Bernardo Bertolucci a magnifiquement mis en scène cette ultime grande cérémonie de l'Empire chinois tournée dans la cité interdite. À l'automne 1911, la Chine devient une république. Des négociations avec le nouveau chef du gouvernement, Sun Yat-sen, font de Pékin la capitale de la République chinoise alors qu'il était prévu qu'elle se déplace à Nankin. Puyi doit abdiquer. C'est chose faite le 10 février 1912. Il n'a pas 6 ans. Il est très dépité. Néanmoins, il garde son titre d'empereur et son palais. On lui alloue une pension de 4 millions de dollars par an pour lui assurer son train de vie. Il devient le symbole de la grandeur révolue de la Chine impériale. Le palais impérial est évidemment un lieu d'intrigue permanente, mais les choses vont changer pour Puyi en 1919. Il a 13 ans et un nouveau précepteur écossais va se charger de son éducation. Il s'appelle Reginald Johnson. Il est un pur produit des universités d'Édimbourg et d'Oxford. L'Écossais va exercer un puissant ascendant sur le jeune empereur qui a 13 ans. L'adolescent est de caractère faible, il a des difficultés de concentration, il est manipulé et muré dans sa solitude. Il assume un destin qu'il a du mal à maîtriser. Johnson est détesté par l'entourage féminin de Puyi. Pour le contrer, on marie l'empereur en 1922. 2 femmes d'un coup, la très belle impératrice et une épouse consort. Choisie par Puyi, elle compteront peu dans sa vie. La situation de la Chine est alors chaotique. Les seigneurs de la guerre, chacun avec son armée personnelle, s'agitent. Johnson craint pour la vie de l'empereur. Avec l'aide de l'ambassadeur japonais à Pékin, le seul qui s'intéresse au sort de l'empereur, Puyi est exfiltré du palais impérial. En 1925, l'empereur est installé à Tianjin, au sein de la concession japonaise où il va passer 6 ans. En 1931, les Japonais occupent la Mandchourie. Ils proposent à Puyi de devenir chef d'un nouvel État appelé Manchukuo. On lui versera aussi 600 000 dollars par an pour cette fonction. Puyi arrive en Mandchourie fin 1931. Il est chef de la fantoche République de Manchukuo. Le 1er mars 1934, il est intronisé empereur pour la 2e fois, souverain du Manchukuo. En 1935, il fait une visite d'État à l'empereur du Japon à Tokyo. La Deuxième Guerre mondiale enthousiasme Puyi. Il se réjouit des succès japonais en Chine, à Singapour, à Hong Kong et aussi des succès de Hitler et de Mussolini qu'il admire. À partir de 1944, ça se gâte. Les Russes, les Américains et les Britanniques reprennent l'avantage. La mort d'Hitler puis celle de Mussolini traumatisent Puyi. Le 6 août 1945, Hiroshima et la capitulation du Japon le 15 août obligent Puyi à abdiquer pour la 2e fois. Les Soviétiques envahissent la Mandchourie. Puyi tente de fuir vers le Japon, mais Moscou s'empare de lui et de sa suite. Il se retrouve en résidence surveillée en Sibérie, à Tchita. Mais ce n'est pas du tout le goulag. Il vit confortablement, il est très bien traité et estime que c'est la période la plus heureuse de sa vie. En 1946, les Soviétiques lui permettent d'être grand témoin à charge au tribunal international de Tokyo, chargé de juger les criminels de guerre du Japon. Un Nuremberg japonais. L'amiral Tojo, qui avait dirigé l'attaque contre Pearl Harbor, est condamné à mort.
Puyi se déchaîne contre le Japon, il prétend avoir été constamment menacé, il retourne en Sibérie. En 1949, à l'avènement de la Chine populaire, Mao s'installe à Pékin et en 1950, les Soviétiques remettent Puyi aux Chinois. De 1951 à 1959, il est détenu dans un camp de rééducation pour criminels de guerre à Mukden. Mais là encore, il est très bien traité et se repent de tout ce qu'il a fait. En 1959, il est amnistié et regagne Pékin. Il récupère la très belle maison de son père et a droit à une très grande fête pour son retour. Il est nommé assistant de jardin botanique du palais impérial, d'où la légende exagérée de l'empereur devenu jardinier. Comme il s'ennuie, il est muté au département des archives historiques. Il publie son autobiographie « J'étais empereur de Chine ». Mao le traite bien, il est même élu au Conseil politique du peuple, puis il meurt le 17 octobre 1967. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit d'Au cœur de l'histoire dédié à la révolte des Boxers. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.